Alors, je vous invite à reprendre pour vous présenter donc le travail que nous avons effectué dans le cadre du groupe de travail JE, Juge aux affaires familiales. On est parti en fait d'éléments de contexte et l'état actuel du droit qui montrait des missions concurrentes du juge des enfants et du juge aux affaires familiales qui étaient selon nous source de complexité. Complexité pour le justiciable évidemment, pour les avocats, mais également pour les magistrats eux-mêmes, pour définir la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge des affaires familiales, qui n'était pas forcément une répartition chronologique, qui pouvait être une compétence que les deux pouvaient avoir sur le même moment. Donc ça, c'était le premier élément, donc une complexité et aussi un risque de contradiction de décision, donc évidemment extrêmement défavorable aux justiciables. Donc on était parti évidemment des éléments de contexte que vous connaissez, donc à savoir que le juge aux affaires familiales, il est compétent pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Sa compétence ne cesse pas parce qu'il y a de l'assistance éducative. Il reste compétent même quand il y a le placement de l'enfant, donc normalement il doit vider sa saisine, avec des règles procédurales spécifiques au juge aux affaires familiales, à savoir qu'il est saisi par les parties, son litige est limité par les demandes des parties, et que le juge des enfants, lui, n'avait pas compétence pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il n'avait pas compétence pour statuer sur le droit de visite, les droits de visite des parents, à l'exception de la mesure de placement, donc qui lui octroyait durant le temps du placement la compétence pour statuer sur les droits de visite des parents. Ce qui du coup pouvait générer donc des saisines concurrentes du juge aux affaires familiales et du juge des enfants. Certains JAF disant je ne statue pas parce qu'il y a le juge des enfants qui est compétent et il y a un placement en cours, ou qui disaient je suis gêné aux entournures parce qu'en même temps il y a un placement, donc qu'est-ce que je vais décider sur la résidence de l'enfant quand le placement sera levé. Et puis de l'autre côté, certains juges des enfants qui étaient tentés, ou peut-être poussés aussi par certains avocats, à statuer sur les droits de visite alors même qu'on n'était pas dans le cadre du placement. Ce qui rajoutait aussi de la complexité, c'était évidemment la possibilité pour le juge des enfants d'ordonner un placement chez l'autre parent et dès lors de statuer sur les droits de visite du parent chez lequel l'enfant n'était pas placé. Donc la jurisprudence était venue quand même clarifier les choses sur la compétence du juge des enfants en disant que le juge des enfants pouvait confier l'enfant chez l'autre parent à la condition de démontrer un élément de danger postérieur à la décision d'un juge aux affaires familiales. Il n'empêche qu'en pratique, on était tous régulièrement en difficulté avec ces compétences concurrentes et ce risque de décision contradictoire, nonobstant les dispositions permettant la consultation des dossiers par l'un et par l'autre. Donc, confusion, complexité du système, risque de jurisprudence contradictoire ou divergente, et aussi instrumentalisation des juges des enfants par les avocats qui venaient finalement devant le juge des enfants espérer avoir une décision un peu chambre d'appel de ce qui avait pu être décidé devant le juge ou avant, ça dépendait, effectivement. Tout à fait. Donc voilà les données du contexte. Alors, pour travailler, on a étudié quelles étaient les différentes possibilités de meilleure articulation. Et on a émis 4 hypothèses, enfin en tout cas 2 principales, en regardant aussi ce qui se faisait chez les autres, parce que c'est quand même intéressant. C'est vrai que depuis hier, on parle de ce qui se fait chez les autres, parce que c'est voir comment d'autres pays ont essayé de régler ces difficultés, ça nous permet aussi de prendre les idées et de mieux et d'avoir d'autres éléments de réflexion. Ce qu'on sait, c'est que là encore, un petit peu comme ce qu'on a dit hier sur le placement, on est plutôt une exception. C'est-à-dire que la plupart des pays ont réglé d'une manière ou d'une autre cette question de l'articulation des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales. C'est-à-dire que le fait que, comme ça, si souvent, les 2 magistrats soient saisis en même temps, c'est quand même une exception assez française. Parce que dans les autres pays, soit ils ont réglé le problème avec un seul juge, le juge de la famille, ce qui est quand même dans la majorité des pays, soit ceux qui n'ont pas réglé cette question de cette manière-là
ont mis en place des systèmes beaucoup plus étanches entre les compétences du JE et du juge aux affaires familiales, et notamment ont mis en place un système qui fait que quand il y a le juge des enfants, effectivement, il récupère les compétences du juge aux affaires familiales le temps de sa saisine, mais ces pays-là, et notamment la Belgique et le Québec, on fait ce choix-là, c'est-à-dire un seul juge à la fois. C'est le juge aux affaires familiales par principe. Quand un juge des enfants est saisi, il récupère les compétences du juge aux affaires familiales sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale le temps de sa saisine. Et ensuite, ça reviendra au JAF lorsque le juge des enfants ne sera plus dans l'affaire. Sauf que dans ces pays, la subsidiarité existe pour de vrai. Les parents ne peuvent pas saisir le juge des enfants pour demander les mesures. La question du placement chez l'autre parent n'est pas du tout réglée comme chez nous, et le juge des enfants ne reste pas éternellement dans les situations, puisque de toute façon on est vraiment sur une vraie subsidiarité, donc les interventions du juge des enfants sont sur un temps qui n'est pas le même. Et on a vraiment un véritable transfert de compétences dans ces pays qui est donné au juge des enfants. Peut-être tu en rediras un mot, Mathieu, parce que toi tu connais mieux que moi le système belge, pour expliquer un petit peu tout ça. Donc le choix du groupe de travail, ça a été, même si très clairement l'association s'est toujours positionnée, continue de se positionner dans vraiment cette volonté de garder une double compétence au juge des enfants en assistance éducative et au pénal. On est très très au clair avec ça, mais on s'est quand même dit qu'il fallait qu'on étudie toutes les possibilités, parce qu'il faut qu'on réfléchisse quand même, avoir une réflexion honnête, c'est aussi regarder les avantages et les inconvénients de chaque système. Et donc c'est vrai qu'on a décidé de ne pas du tout écarter d'emblée l'hypothèse du juge de la famille, puisque ça nous semble qu'on ne peut pas réfléchir en disant d'emblée on n'en veut pas sans avoir étudié les avantages et les inconvénients. Donc on a vraiment essayé de réfléchir à ces deux possibilités, et également finalement d'émettre aussi d'autres hypothèses qui seraient des hypothèses, je dirais, d'aller plutôt vers l'hypothèse numéro 2, notamment une forme de transfert des compétences, garder le juge des enfants, le juge aux affaires familiales, mais en redonnant certaines compétences du JAF au juge des enfants lorsqu'il est saisi, mais pas de manière complète au regard de notre système actuel et du fait que ça pourrait paraître extrêmement compliqué avec toute notre culture, et notamment la culture de la judiciarisation qui est quand même encore extrêmement à l'œuvre, de passer au système numéro 2 tout seul. Donc finalement, je crois que ce à quoi on est arrivé, et on va vous les présenter dans les conclusions de notre groupe de travail, c'était plutôt d'écarter, même si on y a vu aussi certains avantages, le juge de la famille, effectivement, a certains avantages, mais on a repéré quand même énormément d'éléments de complexité pour aller sur un juge de la famille. Et évidemment, la perte de la double compétence du juge des enfants au civil et au pénal. On pense que ça a de nombreux avantages d'avoir un juge des enfants compétent au civil et au pénal dans le cadre de pouvoir effectivement de cette approche globale de l'enfant et de pouvoir le prendre en compte l'ensemble de ces dimensions, de pouvoir être vraiment impliqué dans le partenariat avec les services éducatifs autour des prises en charge éducatives, qu'elles soient civiles, pénales, toute cette dimension éducative aussi de la prise en charge d'un mineur délinquant. On trouve qu'effectivement, cette double compétence, elle est précieuse et on y tient. Mais au-delà de ça, on a aussi repéré beaucoup d'éléments de complexité pour passer un juge de la famille. On s'est aperçu que ce serait une réforme de très grande ampleur au regard des différences de cadres procéduraux entre les deux fonctions, de la gratuité des mesures en assistance éducative, l'absence de gratuité des mesures au JAF, la gratuité de la procédure, et les délais, la façon de saisir le juge des enfants. On a repéré quand même énormément de champs de différences, et donc la construction d'un juge de la famille pourrait s'avérer aussi extrêmement complexe. Et puis d'ailleurs, dans nos débats, on s'est aperçu que, dans tous les cas, l'hyperjudiciarisation de notre système posait problème.
clairement. Le fait que toutes les mesures de protection de l'enfant soient judiciaires était un sujet à la fois de complexité, à la fois si on allait dans l'hypothèse numéro 1 et si on allait dans une hypothèse numéro 2, et que aussi une partie de nos difficultés résidait là-dedans. Peut-être que, puisqu'on a quand même fait des propositions qui se rapprochent, en tout cas en phase 2, qui arrivent quasiment au système belge, peut-être te laisser, Mathieu, en dire quelques mots avant qu'on présente les propositions. Alors, c'est pas parce que je suis de Lille que je connais mieux la Belgique, hein. Vous savez bien que même si on est limitrophe, on est complètement étanche. Moi, je connais juste bien une collègue belge avec qui j'ai travaillé sur le consensus parental et sur comment rendre les parents plus responsables de leur rupture dans l'intérêt des enfants. Vous entendez tout de suite l'écho que ça peut avoir avec vos cabinets, parce que on est trop souvent confronté, juge des enfants, aux conflits parentaux qui reviennent. Alors, j'appelle ça le JAF dégénéré. Ça a fait rire des gens quand je l'ai dit ici. C'est peut-être pas un bon mot à utiliser. C'est du conflit exacerbé et ça arrive devant le juge des enfants. Alors, chez les Belges, ça n'arrive pas vraiment parce que on fantasme un peu le système belge comme avec un juge de la famille, parce qu'ils disent un juge, une famille, un juge. En vrai, c'est pas ce qui se passe. C'est que dans les petits tribunaux belges, ça peut être le même qui est le juge de la famille et le juge de la jeunesse. Et donc, en effet, on a une famille, un juge. Mais en réalité, il y a quand même un transfert, parce que s'ils sont plusieurs, il y a quand même des juges de la famille qui sont spécialisés dans le JAF, hein, et des juges de la jeunesse qui sont spécialisés, juges des enfants, qui font aussi le pénal, comme nous. Ce qui se passe chez eux, c'est que lorsque le juge de la jeunesse est saisi, le juge de la famille, il ne se tait pas forcément, il n'arrête pas forcément de travailler. Juste dès lors qu'il y a un lien de connexité entre les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les décisions du juge des enfants, du juge de la jeunesse, et ben le juge de la famille, il s'arrête d'exercer. Il s'arrête complètement. Et c'est le juge de la jeunesse qui prend le relais. C'est-à-dire que pendant sa mesure d'assistance éducative, c'est lui qui commande. Mais c'est lui qui commande aussi sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. C'est-à-dire pas seulement... je ne sais pas s'il y en a qui ont été JAF et qui ont bien en tête la trame du jugement JAF hors et après divorce habituel, mais on statue sur l'exercice de l'autorité parentale, qui est conjoint de droit et exclusif parfois. Ensuite, on fixe la résidence de l'enfant, et si elle n'est pas alternée, on fixe les droits du parent non gardien, et ensuite on statue sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qu'on appelle souvent la pension alimentaire. C'est-à-dire le premier paragraphe aussi, le juge de la jeunesse, il en est responsable, c'est-à-dire l'exercice exclusif de l'autorité parentale ou pas, et c'est-à-dire aussi la délégation d'autorité parentale. Donc nos articles 376 et suivants, enfin surtout 377 du Code civil, le juge de la jeunesse, il prend la main. Et nous, c'est ce qu'on n'a pas du tout. Nous, c'est ce qu'on ne peut pas faire, et c'est souvent là que le bas blesse. Alors, soit en cours de mesure d'assistance éducative, soit en fin de mesure d'assistance éducative, au moment de rentrer à la maison et de savoir chez qui on va et où on va. Je ne sais pas si ça vous fait venir en tête des mesures de vos cabinets, mais on est sur la fin d'un placement, on aimerait bien que ça s'arrête là maintenant, et on invite les parents à saisir le juge aux affaires familiales. Alors on a parlé pas mal avant de faire avec, faire pour, faire à la place. Là, on ne peut pas vraiment faire à la place. Alors si, il y en a un qui pourrait faire à la place. On en a beaucoup parlé, voilà, exactement, le parquet. On en a beaucoup parlé pendant le groupe de travail, parce que le rôle du parquet civil est rarement... je dis rarement, mais en fait, je pense jamais. Hein. Je ne sais pas si vous avez des exemples de juridictions où le rôle du parquet civil est il y a un suffisamment... parquet civil pourtant à Lille. Oui. J'y suis allée. Oui, exactement. Il y a même 2 parquetiers qui sont dédiés à ça. Il y en a plus de 2, on est 3. Ça fait quelques années. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéressait particulièrement dans cette juridiction, au-delà que ma famille est avocat et que donc, mes enfants ne sont pas loin. C'était pas que géographique, c'était aussi... si jamais je devais passer au parquet, je m'étais dit, Lille, ça serait intéressant, parce qu'un vrai parquet civil, on doit pouvoir y faire quelque chose. Et en réalité, comme juge des enfants, si je lui parle de DJDP, de déclaration judiciaire de délaissement parental, il veut un peu trop bien faire son travail, et donc l'enquête, elle va durer trop longtemps, donc il va pas pouvoir. Et si je lui demande, même en lui disant, je vais te faire un soit transmis avec la requête toute faite pour saisir le JAF, il dit, mais comment ça marche, parce que si je saisis le JAF, je dois pas être à l'audience, comment il fait, parce que si les parents viennent pas, enfin... Il y a plein d'autres questions qui se posent. Mais bon, le parquet, il devrait pouvoir
enfin il peut, c'est le code civil qui le prévoit, 373-2-8, il peut saisir le juge aux affaires familiales. Mais il ne le fait pas. Donc, partons de là. Donc faire avec, faire pour, on en revient à ça. Et donc les parents à qui vous dites dans vos cabinets, bon bah là il serait temps d'aller saisir le juge aux affaires familiales parce qu'il va être temps de sortir, il va être temps de s'arrêter, même si vous aimez bien l'éducatrice, ça n'arrive pas forcément. Voilà. Je ne sais pas s'il faut compléter encore un peu. Juste peut-être un point sur ce que disait Alice juste avant, le juge de la famille. Je ne sais pas si ça vous effraie, si ça vous fait envie. Moi, quand j'étais juge aux affaires familiales, ça me faisait envie. Je trouvais ça hyper intéressant, mais parce que je trouvais que j'avais pas assez de pouvoir, en fait, de compétences. Je ne pouvais pas suffisamment prendre de mesures pour aider correctement les enfants, accompagner la fin du conflit. Depuis que je suis juge des enfants, je ne suis plus du tout pour. Et alors, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais c'était intéressant, des groupes de travail, on avait un JAF expérimenté qui était avec nous et qui appelait de ses voeux le juge de la famille. En plus, il travaillait à Sens, où le président du tribunal de Sens est devenu chef de cabinet, je crois. Enfin, il est dans l'entourage très proche du ministre. Et lui, il est très favorable au juge de la famille. Et c'est pas pour vous dire qu'il faut en avoir plus peur qu'avant, parce que là, il y a quelqu'un qui murmure à l'oreille du ministre et qui est favorable à ça. Mais quand même, ça serait bien d'être très clair là-dessus et de pourquoi on n'en veut pas. Et donc, c'était très important d'explorer complètement cette hypothèse dans notre groupe de travail, parce que pourquoi on ne veut pas de ça ? Et alors, pour moi, c'était un vrai revirement, parce que j'étais complètement favorable à ça et je ne le suis plus du tout. Mais en particulier parce que, alors, les raisons procédurales qu'on va peut-être présenter, je ne sais pas, que Alice a évoqué, là, la gratuité, le système probatoire, le fait que ça soit un juge complètement arbitre, le juge aux affaires familiales, il n'y a pas d'ultra petita devant le juge aux affaires familiales. C'est plein de raisons de modalités, de procédures et qui empêchent d'y passer facilement. Mais c'est que du règlement, le code de procédure civile, ça se change. Il y a peut-être d'autres raisons de ne pas y aller. Et alors, par exemple, le fait que nous, on travaille aussi, alors nos mineurs qui sont suivis en assistance éducative et au pénal, c'est pas rien d'avoir les deux suivis. C'est cohérent, c'est global, c'est bien. Oui, ce qui nous est apparu, en fait, les deux principaux inconvénients du juge de la famille, c'est effectivement ce que tu disais, Mathieu, c'est la perte de la double casquette civile-pénale, mais également le fait qu'on risquait, si on regroupait le contentieux d'assistance éducative et typiquement JAF, d'être complètement noyé par des questions financières. On allait être complètement engorgé, en fait, par ce contentieux-là, et si bien que ce qui fait sens dans le métier, dans la fonction de juge des enfants, l'accompagnement, l'éducatif, etc., allait être complètement noyé, et on allait peu à peu, en fait, être complètement déplacé de notre tâche première. Après, on a quand même regardé les avantages, mais qui effectivement peuvent se résoudre d'une autre manière aussi, peuvent se résoudre par les propositions qu'on a formulées. Évidemment, la question de la spécialisation, parce que on voit bien qu'il y a une difficulté liée à l'absence de spécialisation des juges aux affaires familiales. Le fait de pouvoir se sentir très clairement un juge aussi de la protection, et aussi un juge du danger. On a fait toute une... je ne sais pas si vous avez vu ou si certains ont lu dans notre première réaction au projet d'ordonnance de sûreté de l'enfant qu'on n'avait pas encore vu, donc en ne sachant pas ce qu'il y avait dedans. Mais en tout cas, notre première démarche a été de dire attention, on a tous fini par considérer que le juge des enfants, c'est le juge du danger et de tous les dangers. Et c'est peut-être à cause de ça qu'on a autant de glissements. Puisque non, le juge des enfants n'est pas le juge de tous les dangers, le juge des enfants est le juge compétent pour prononcer des mesures d'assistance éducative, c'est-à-dire avec 3 critères. 1, que l'enfant soit en danger. 2, que ce danger ne puisse pas être résolu par des mesures administratives. Donc un enfant en danger qui peut bénéficier de mesures administratives, ça n'est pas de la compétence du juge des enfants, c'est le département. Et 3, effectivement, que ce danger soit résolu par des mesures d'assistance éducative. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de situations de danger qui ne relèvent pas d'une mesure d'assistance éducative. Et notamment des situations de danger qui sont résolues par une décision sur l'autorité parentale. Or, nous n'avons en plus pas la main sur l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'un parent séparé avec une maman claire, enfin, je dis maman, mais bon, parce que c'est souvent dans ce cas-là, une maman qui est tout à fait claire sur la séparation,
et qui a fait les démarches devant le juge aux affaires familiales, qui est protectrice pour ses enfants, mais dont le père continue, par exemple, d'exercer une autorité parentale de manière extrêmement inadaptée, en pourrissant la vie de son enfant au quotidien, en utilisant ça pour en faire son objet, en fait, c'est une décision du juge aux affaires familiales, en tout cas, c'est une décision sur l'autorité parentale qui va résoudre le danger que ça pourra poser. Un parent violent qui vient essayer de s'intruser au domicile, c'est des mesures pénales qui vont résoudre. C'est pas le pauvre éducateur d'AEMO qui va arriver à résoudre la situation de danger pour la famille. C'est-à-dire que ça, c'est le 3e critère. Donc, effectivement, le danger n'est qu'un critère pour que le juge des enfants puisse intervenir, mais il est devenu, dans la tête de tous, et peut-être même aussi dans la tête des juges des enfants eux-mêmes, le juge compétent pour toutes les situations de danger. Ah, un enfant est en danger, c'est de ma compétence. Et voilà, on voit ces glissements-là, et avec le juge des affaires familiales qui ne se considère pas comme un juge compétent dans les situations de danger, alors qu'il a un certain nombre de choses entre les mains pour résoudre certaines situations de danger, et notamment le conflit parental suite à la séparation, c'est-à-dire que suite à la crise de la séparation, qui est quand même extrêmement fréquent, c'est-à-dire que des enfants mis à mal par le conflit parental au moment de la séparation de leurs parents, c'est quand même une proportion extrêmement importante des enfants dont les parents se séparent. Effectivement, on sait très bien que parfois, les délais très importants du juge aux affaires familiales, c'est ce qui accentue le danger, parce que dans un contexte de conflit entre les deux parents, notamment sur les modalités, effectivement, les enfants, s'ils se retrouvent 9 mois, 1 an, sans clarification du cadre, ça peut les mettre en danger. Donc, on a bien vu qu'il y avait quand même ce glissement de considérer le juge des enfants comme le juge de toutes les situations de danger. Et donc, évidemment, une même casquette pour statuer sur les deux permet à un même juge des enfants, à un même juge de pouvoir actionner les différents leviers qui permettent de résoudre la situation de danger. Sauf qu'il y a aussi tous les autres désavantages qu'on a déjà cités, et que finalement, la façon dont les Belges et les Québécois ont résolu le problème résout le problème, je dirais, puisque effectivement, ils ont permis de trancher sur le fait qu'à un moment, il y ait un juge qui ait dans les mains toutes les cartes pour résoudre la situation de danger, c'est le juge des enfants, mais il n'est saisi que lorsque il y a à l'origine le besoin d'une mesure de protection de l'enfance judiciaire, c'est-à-dire qu'on a passé la première étape, le juge étant... l'enfant est en danger, la situation relève d'une mesure éducative et elle ne peut pas se mettre en place dans un cadre administratif. Dans ce cas, on saisit le juge des enfants. Et là, s'il est saisi, effectivement, il récupère aussi les compétences du juge aux affaires familiales. Donc nous, on s'est aperçu que... il nous semble qu'à tout point de vue dans notre système, et au regard de ce qu'est notre système, de notre culture aussi du métier de juge des enfants, de notre culture professionnelle, c'est plutôt cette option-là qui apporterait, je dirais, du bénéfice pour tous, et avec aussi, en parallèle, quand même une autre question qu'on a creusée, c'est donner plus de moyens aux juges aux affaires familiales, dans les situations qui sont des pures situations de conflit parental, et non pas des situations de conflit parental en plus de problématiques éducatives, ce qui n'empêche qu'on est tous d'accord que le conflit parental extrême et durable, qui pourrait même nécessiter d'extraire l'enfant de son contexte familial et père et mère, continue de relever du juge des enfants. C'est pas, je crois que on sait très bien que certaines situations de conflit parental extrême mettent l'enfant dans un tel danger que c'est bien de la compétence du juge des enfants, certains conflits parentaux. Voilà. Et puis il y a la question des violences aussi. Effectivement, quand on parle de conflit, il y a aussi la question de qu'est-ce que ça masque en termes de violence. Mais là aussi, selon les situations, parfois les outils sont dans les mains du JAF et parfois on a besoin du juge des enfants. Donc, on a eu 4 séances, je crois que c'était ça, 4 séances pour notre groupe de travail. On a étudié les différentes hypothèses, on a réfléchi. La dernière séance, on l'a partagée avec Caroline Siffrin-Blanc, qui était présente hier. C'était très intéressant aussi de la voir sur cette dernière séance, d'avoir son avis aussi de chercheuse, d'enseignante. Par exemple, c'est elle qui nous a amené, je crois,
sous votre contrôle à tous les deux, c'est elle qui nous a amené finalement à nous dire il y a un problème avec le placement chez l'autre parent. Et ce placement chez l'autre parent, c'est peut-être un petit peu, en tout cas en l'état actuel du système, ce qui rajoute de la confusion. Et c'est elle qui nous a, je pense, incité et convaincu finalement de proposer de restreindre considérablement, voire supprimer en l'état cette possibilité pour le juge des enfants, en tout cas en phase 1. Puisque en phase 2, comme on va le voir, on propose quelque chose qui s'apparente quand même globalement à ce que font les Belges. On est assez clair là-dessus. Donc on a, et notamment quelque chose qu'elle nous a fait réaliser à tous, qu'on n'avait pas en tête. Elle nous a dit, mais le placement chez l'autre parent n'est pas une mesure de protection de l'enfance. Effectivement, c'est vrai, puisque ça n'est pas une mesure qui est financée qui est ni sous le contrôle ni financée par le département. C'est pas une mesure qui relève, je crois, du Code de l'action sociale et des familles. C'est une mesure qui, finalement, vient suppléer en urgence à la décision du juge aux affaires familiales pour apporter la protection de l'enfant, comme d'ailleurs quand on fait des délégations de signature, comme quand on prononce une IST. Et on a certaines autres incursions dans notre code civil de possibilités de statuer sur le champ de l'autorité parentale de manière très réduite. Et ça fait plutôt partie de ce type de mesure. Et que finalement, c'est quand même cette mesure dans laquelle se sont engouffrés aussi beaucoup d'avocats pour venir nous saisir en parallèle du juge aux affaires familiales. Les juges des enfants se sentant très insécurisés à l'idée de ne pas le faire quand ils sentent bien qu'effectivement la situation elle est complexe et que finalement ils sont saisis et ça résoudrait quand même la situation des enfants dans l'immédiat. Et donc c'est elle qui nous a pointé que probablement c'était cette disposition-là et effectivement toutes les possibilités induites de statuer sur le droit de visite et d'hébergement qui venaient aussi compliquer les choses, puisqu'on a encore, comme on l'a dit tout à l'heure, certains collègues qui placent chez le parent gardien pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement. Ce qui est proposé dans le projet d'ordonnance de sûreté de l'enfant aujourd'hui. Donc voilà où on en a été. Et donc nous avons... Est-ce que tu veux du coup expliciter un peu les propositions, Stéphanie, qu'on a faites ? Ouais. Alors en fait, c'est un thème intéressant parce qu'il est extrêmement transverse. En fait, à part ce thème, on a travaillé... Je dis c'est un thème extrêmement intéressant parce qu'il est transverse. Par ce thème, on a travaillé évidemment les questions de subsidiarité, on a travaillé la question de la saisine du juge des enfants, on a travaillé évidemment la spécialisation des différents magistrats. Donc un thème qui est venu en soulever un certain nombre d'autres et après il a fallu remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Alors sur nos propositions, en fait, deux phases dans l'idée. Donc une première phase dont l'objectif est de recentrer le juge des enfants sur la protection de l'enfance judiciaire. Et donc là, évidemment, ça va parler du principe de subsidiarité. La première proposition, c'est celle de subordonner la saisine du juge des enfants par les parents à une demande préalable de mesures administratives auprès du conseil départemental et à une décision de refus du conseil départemental. En fait, les parents ne pourraient plus nous saisir s'ils ne rapportent pas la preuve de ces éléments et la requête ne pourrait pas solliciter un placement chez l'autre parent, hein, on l'exclurait. La deuxième proposition qui serait une alternative, c'est de supprimer complètement la saisine du juge des enfants par les parents. Donc là-dessus, voilà, on est entre les deux. Hein. Donc soit, effectivement, on demande un présupposé, à savoir, avez-vous sollicité du conseil départemental une aide dans le cadre administratif, avez-vous obtenu un refus ? Cette aide a-t-elle été refusée ? L'autre sous-proposition, c'est de dire complètement, là, les parents ne pourraient plus saisir directement le juge des enfants. La deuxième proposition, donc, c'est celle d'assurer un véritable contrôle du principe de subsidiarité par le parquet, en exigeant que le conseil départemental justifie de propositions concrètes de mesures administratives faites aux familles lorsqu'il saisit le parquet aux fins d'assistance éducative. Notre troisième proposition, ce serait de permettre au parquet, y compris quand le juge des enfants est déjà saisi, de prendre une ordonnance de suspension des droits de visite et d'hébergement et de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de 15 jours.
Donc le juge aux affaires familiales serait ainsi le juge d'une certaine urgence, ce qu'il a déjà dans le cadre de l'ordonnance de protection, c'est-à-dire que... Comment ? Et même du bref délai, effectivement. Et donc le parquet, lorsqu'il y a effectivement un problème autour de l'exercice des droits de visite par l'un des parents qui dysfonctionne, qui est violent ou qui est inadapté, là pourrait lui-même prendre cette décision de suspension, à charge pour lui de saisir le juge aux affaires familiales qui, lui, devrait organiser une audience dans un délai de 15 jours, et donc, qui serait saisi dans un délai de 15 jours, et le juge aux affaires familiales devrait organiser une audience dans un délai de 2 mois. C'était ça ce qu'on avait dit, à compter de sa saisine, avec possibilité pour le défendeur de solliciter un renvoi, l'audience suivante devant alors être fixée dans un délai d'1 mois, donc des délais qui seraient stricts, imposés pour permettre une célérité de la procédure, sans nouveau renvoi, à peine de caducité de l'ordonnance du parquet. Notre 4e proposition, c'est celle de prévoir que lorsque le parquet prend une ordonnance de placement chez l'autre parent, il doit saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de 15 jours. Il ne saisirait pas le juge des enfants dans cette hypothèse. Et le juge aux affaires familiales devrait également, même mécanisme, organiser une audience dans un délai de 2 mois, avec possibilité également pour le défendeur de solliciter un renvoi, avec une audience suivante qui devrait être fixée dans un délai d'1 mois, et à défaut, une caducité de l'ordonnance prise par le parquet. On a également émis l'idée d'ajouter une proposition d'enquête sociale rapide qui serait inspirée de ce qui se passe dans le cadre du contrôle judiciaire, permettant au juge aux affaires familiales de disposer d'éléments de compréhension de la situation familiale, et un coût de cette enquête qui serait alors pris en charge au titre des frais de justice et non plus par les parties, comme c'est typiquement le cas devant le juge aux affaires familiales. Notre 5e proposition, c'est celle de garder la possibilité pour le juge des enfants de faire une ordonnance de placement provisoire chez l'autre parent, mais uniquement lorsqu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est déjà en cours. Et il devrait alors, dans ce cadre-là, la transmettre au parquet dans un délai de 8 jours, qui saisirait lui-même le juge aux affaires familiales dans un délai de 15 jours. C'est-à-dire qu'on admettrait une compétence du juge des enfants pour prendre une décision en urgence tendant à confier l'enfant chez l'autre parent, mais dans ces cas-là, on activerait ce mécanisme de saisine du juge aux affaires familiales par l'intermédiaire du procureur, et avec ces délais qui seraient imposés. L'alternative serait donc de supprimer cette possibilité complètement pour le juge des enfants, et il y aurait plutôt un mécanisme d'ordonnance de soi communiquée du juge des enfants au parquet, qui activerait une saisine directement du juge aux affaires familiales. Donc on est hésitant en fait là-dessus. Soit on garderait une compétence, mais uniquement quand une mesure d'assistance éducative est déjà ouverte, est déjà en cours, soit on la supprimerait complètement, et c'est le parquet qui devrait activer ce mécanisme auprès. Et voilà, et après saisir le juge aux affaires familiales. Ouais. Alors le deuxième. D'accord, on arrive. L'objectif numéro 2, et puis. Donc l'objectif numéro 2, ce serait donc de simplifier et rendre plus cohérent le traitement judiciaire de la situation d'un mineur en limitant les décisions concomitantes du juge des enfants et du juge aux affaires familiales. Alors dans ce cadre, on a émis la proposition de permettre au juge des enfants, qui rend une décision confiant l'enfant à un tiers, donc soit un service, soit un membre de la famille, soit un tiers digne de confiance, dans ces cas-là, de statuer d'office ou à la demande d'une partie sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Donc le juge des enfants aurait donc une compétence accrue lorsqu'il y a une mesure de placement, et il pourrait notamment décider de maintenir l'autorité parentale conjointe entre les parents, mais également de la confier à l'un des parents ou de la déléguer au service gardien pendant la durée du placement. Donc on aurait une compétence complète du juge des enfants dès lors qu'il y a un placement. Partiel au service. Lorsque le juge des enfants donne main levée du placement, là, le juge des enfants pourrait également statuer sur le caractère conjoint ou exclusif de l'autorité parentale, fixer la résidence de l'enfant chez l'un ou l'autre des parents et définir donc les droits de visite du parent non gardien. Ce qui éviterait, en fait, ce qu'on énonçait tout à l'heure, cette difficulté d'obliger les parties à saisir le juge aux affaires familiales lorsqu'on arrive sur la phase de main levée du placement. Là, dans notre proposition, le juge des enfants trouverait cette compétence, il l'aurait durant la durée du placement et il l'aurait à la fin du placement, et c'est lui en fait qui fixerait les modalités d'exercice de l'autorité parentale au moment de la main levée du placement. Notre troisième objectif, donc, c'est celui de donner plus de moyens au juge aux affaires familiales pour régler durablement les situations de conflit familial.
Donc là, nous avons émis une première proposition qui permettrait au juge aux affaires familiales de statuer d'office sur l'attribution unilatérale de l'exercice de l'autorité parentale et de statuer ultra petita sur les droits de visite et d'hébergement lorsqu'il en va de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la nécessité de sa protection par décision spécialement motivée. Donc ce serait un changement de paradigme pour le juge aux affaires familiales qui aurait cette possibilité de statuer d'office et également ultra petita. Dans la lignée, donc, on aurait une autre proposition qui tendrait à faciliter la communication des éléments sociaux, par exemple les rapports d'aide éducative à domicile, l'évaluation sociale de la CRIP au juge aux affaires familiales pour l'aider dans sa prise de décision. Alors le juge aux affaires familiales en fait, pourrait les demander au parquet et le parquet pourra également spontanément les communiquer au juge aux affaires familiales. Vous le savez, actuellement, il y a effectivement un dispositif de communication entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, mais ces éléments-là, c'est-à-dire sur la phase administrative ou sur l'évaluation, ne font pas forcément partie des éléments qui peuvent être consultés par le juge aux affaires familiales et les parties n'ont pas la possibilité de les déposer devant le juge aux affaires familiales. La 9e proposition, c'est celle de donner davantage d'outils aux juges aux affaires familiales pour apaiser les séparations conflictuelles, notamment la possibilité d'ordonner des rencontres strictement médiatisées, des rencontres en présence d'une travailleuse familiale, des médiations parents-enfants, des mesures de coordination parentale, voire une mesure provisoire d'accompagnement de l'enfant dans le conflit lorsque la mesure du juge aux affaires familiales n'est pas définitive, par exemple durant le temps d'un point rencontre ou d'une mesure d'investigation. En fait, ce qui nous est apparu, c'est que le juge aux affaires familiales est doté de peu d'éléments lui permettant d'avoir une compréhension de la situation familiale et surtout c'est pas un juge du suivi et donc ça on a trouvé que c'était quand même un handicap pour le juge aux affaires familiales. La 10e proposition, c'est celle de prévoir que le juge aux affaires familiales reste saisi tant que les mesures qu'il prononce sont provisoires, notamment donc des droits de visite en point rencontre qui serait limité dans le temps, mais également durant le temps des mesures d'investigation. Et donc, il assure le suivi de ces mesures provisoires jusqu'à sa décision définitive, ce qui, comme je disais, nous est apparu comme une faiblesse des compétences du juge aux affaires familiales actuellement. Le 4e objectif, c'est celui d'assurer un meilleur respect des droits des familles auprès du juge des enfants. Et là, nous avons émis la proposition d'instaurer un délai de convocation obligatoire dans un délai de 2 mois pour le juge des enfants lorsqu'il rend une ordonnance en urgence limitant des droits, exercice de l'autorité parentale, réduction ou suspension des droits de visite et d'hébergement, refus de droits de visite et d'hébergement au tiers, à peine de caducité de la décision. Oui, je vais juste, avant de vous parler de la phase 2, une petite précision pour réexpliciter cette idée de suivi chez le juge aux affaires familiales. Il ne s'agit pas d'en faire un véritable juge de suivi comme le juge des enfants, ce n'est pas le problème. C'est en tout cas que tant que sa mesure sur les modalités d'autorité parentale n'est pas définitive, n'est pas pérenne, et notamment quand on est dans un point rencontre ou dans une décision plutôt provisoire post-séparation où effectivement il n'a pas encore tous les éléments pour prendre une décision pérenne et définitive, il ne statue pas par un jugement qui va finalement vider sa saisine jusqu'à ce qu'on le ressaisisse, alors que du côté des parents, sur cette question-là et de l'enfant, les choses ne sont pas réglées et on est vraiment sur des modalités qui le concernent, sur les modalités de l'autorité parentale. Et l'idée de la mesure d'accompagnement pendant cette période, ça n'est pas qu'il ait une espèce d'AEMO JAF, c'est pas ça. C'est que sur ces périodes vraiment de début de séparation où effectivement il va y avoir peut-être, il y a vraiment beaucoup de conflits, que le juge prend une décision provisoire avec notamment un point rencontre, etc., il puisse y avoir une mesure. Et d'ailleurs, certains points rencontres ont mis en place un peu, il y a des choses qui se sont déjà mises en place, parfois d'ailleurs dans le cadre de la prévention ou dans d'autres cadres, dans certains départements, pour justement avoir aussi une dimension un peu d'accompagnement de l'enfant au-delà du simple point rencontre pendant cette période. Mais il ne s'agit pas que ce soit quelque chose qui est une AEMO JAF, c'est pas le problème. C'est plutôt l'idée que aujourd'hui, parfois, les familles et même les JAF attendent des rapports d'AEMO pour statuer sur les modalités de l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'en fait, il leur manque des éléments pour statuer sur ces modalités de l'autorité parentale et notamment sur ce droit de visite un peu plus fin, et que du coup on va chercher du côté de la protection de l'enfance ou du côté des mesures d'AEMO. Donc c'est vraiment que quand on a besoin d'une mesure d'AEMO justement pour d'une mesure d'accompagnement pour savoir
de manière plus fine quelles devraient être les modalités pérennes de droit de visite et d'hébergement, ou même sur l'exercice de l'autorité parentale, et que pour statuer de manière pérenne, et ben effectivement, ce soit un outil qui soit à la disposition du JAF. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de créer de la confusion, c'est simplement qu'on n'aille justement pas continuer cette confusion, d'aller demander des mesures d'AEMO, d'aller prendre des mesures de protection de l'enfance pour permettre au JAF de statuer, et on sait bien qu'elles nous sont souvent demandées, et d'ailleurs ça place souvent les éducateurs dans une situation hyper complexe, parce qu'ils voient bien que les parents ne cessent finalement d'essayer de leur donner des arguments ou d'attendre qu'ils écrivent un rapport qui va leur donner des arguments pour leur procédure JAF. Donc si on est dans une procédure JAF, qu'on aille chercher les éléments dans le cadre de la procédure JAF et pas dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ou des mesures de protection de l'enfance, parce qu'on est quand on est vraiment typiquement dans le conflit parental non résolu autour des modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Voilà, c'était pour expliquer un petit peu plus précisément d'où venait cette proposition. Et non, je me trompe, c'est pas des points rencontres, je sais qu'il y a des endroits où les enquêtes sociales servent un peu ont mis en place une forme d'accompagnement de l'enfant dans cette période. Enfin, il y a des endroits où il y a des choses qui ont été travaillées dans ce sens-là, dans le cadre des enquêtes sociales JAF. L'idée, c'est d'en faire peut-être quelque chose de différent. Et d'ailleurs, ça nous a aussi interrogé sur le fait que on sorte le conflit parental non extrême et non associé à d'autres problématiques de protection de l'enfance du juge des enfants, mais aussi peut-être en accentuant, en intensifiant ou en diversifiant les mesures mises en place par la CAF, y compris dans un cadre de prévention, pour accompagner le conflit parental. À un moment, cette question du conflit parental, qui est quand même une question aujourd'hui qui dépasse largement la protection de l'enfance et qui touche de très très nombreux enfants, on est quand même sur une question très large, il y a peut-être plus de possibilités données aux parents d'avoir en dehors de la médiation, d'avoir des outils, y compris en dehors de la procédure JAF, pour les aider sur ces questions-là, et de les dissocier des outils de la protection de l'enfance. Voilà, ça c'était un petit peu l'idée, parce qu'on voit aussi comme la protection de l'enfance est embolisée, et moi je suis toujours un peu effrayée quand j'ai des collègues qui me disent 30% de mes mesures d'AEMO sont des mesures JAF, et j'ai un an de délai d'attente. Je me dis, les familles qui ont vraiment besoin d'un soutien éducatif, pendant ce temps-là, attendre un an, et il faudrait peut-être arriver à faire les choses, à redonner à la protection de l'enfance sa mission première. C'était aussi de permettre au juge familial de disposer d'outils lui permettant de distinguer les situations de conflit des situations de violence, ce qui pêche un petit peu actuellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas, sur le temps d'audience du JAF et avec les éléments qui sont débattus devant lui, forcément l'ensemble des éléments lui permettant de distinguer le deux types de situations. Mais je déflore un petit peu. Oui, tout à fait. Ça serait confié plutôt CAF. Oui, effectivement, tout ça, créer de nouvelles mesures pour le JAF, c'est aussi qui les prend en charge, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les départements prennent en charge, je dirais, beaucoup de situations de conflit parental. Et la PJJ, dans le cadre des mesures judiciaires d'investigation éducative aussi, qui sont parfois ordonnées dans ce contexte. Et donc le projet d'ordonnance de sûreté de l'enfant qui, aujourd'hui, en l'état actuel de sa rédaction, c'est-à-dire sans toutes les premières mesures qu'on a préconisées de subsidiarité, etc., de fermeture des vannes pour les parents, d'aller chercher le juge des enfants, aujourd'hui, on voit que le projet d'ordonnance de sûreté de l'enfant va faire exploser les saisines, s'il est voté en tant que tel, va faire exploser les saisines par les parents du juge des enfants. Et là, on ne pourra plus dire je ne suis pas compétent pour statuer sur les droits de visite et d'hébergement. Je suis pas... et de fait, parce qu'un juge des enfants, il est câblé comme ça, pour quand même avoir des éléments d'évaluation, il va ordonner des MJ, il va ordonner des mesures éducatives. C'est très difficile de fermer les vannes quand on est juge des enfants comme ça, sans avoir vérifié la moindre chose. Et c'est déjà ce qui se passe dans un certain nombre de cas dans la procédure actuelle. Mais là, l'ordonnance de sûreté de l'enfant risque de faire exploser le système. Nous, on a vraiment une crainte que ça fasse exploser le système. Donc, on avait justement fait des propositions allant dans le sens de permettre déjà de résoudre un peu ces éléments de confusion. Et là, c'est un projet qui vient faire exploser le système. Il faut qu'on vous parle de la phase 2, parce qu'en revanche, en phase 2... on a vraiment émis les réserves. On a vraiment indiqué que la phase 2, pour nous, c'était possible. C'est-à-dire, la phase 2, c'est
augmenter la question du transfert des compétences entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants lorsqu'il est saisi, pour arriver un peu au système belge. Ce que finalement veut nous faire l'OSE comme ça rapidement. Donc nous, on pense que ça peut avoir une véritable utilité, mais à condition qu'effectivement, on ait déjà passé la première phase où on organise ce transfert que dans le cadre d'un placement chez un tiers, et qu'on ait résolu un certain nombre de points qui sont des passages obligés pour transférer ces compétences au juge des enfants. La première, c'est que le principe de subsidiarité ait atteint son plein effet, que les mesures administratives de milieu ouvert soient largement majoritaires par rapport aux mesures judiciaires. On parle du milieu ouvert parce que les mesures de placement restent majoritaires dans le cadre judiciaire, ça nous paraît, je pense que dans la plupart des pays c'est le cas, hein, mais en revanche, le fait qu'on ait des mesures de milieu ouvert qui soient encore largement majoritaires en judiciaire, ça c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Que la saisine du JE par l'autre parent soit supprimée et que l'ensemble des mesures prévues en phase 1 soient pleinement mises en œuvre, on se dit dans ce cas, une fois que effectivement le juge des enfants serait remis dans sa position vraiment de juge de la protection de l'enfance judiciaire, subsidiaire, avec tous ces éléments qui sont respectés. Et on voit bien, c'est pas juste des mesures législatives, c'est vraiment un système qui se serait réformé, y compris dans ses pratiques professionnelles, puisque la subsidiarité, elle existe depuis 2007, mais elle n'est pas en place. Donc c'est pas juste une question de texte, c'est aussi une question de système qui se serait réformé vers ces pratiques, vers des pratiques conformes au texte. Dans ce cas, on pense qu'effectivement, ça aurait du sens qu'un juge des enfants saisi dans le cas d'une mesure éducative judiciaire, une mesure éducative d'AEMO, pardon, pas judiciaire, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, dans un cadre vraiment de protection de l'enfance, qui à un moment est confronté à la situation d'un droit de visite et d'hébergement qui doit être supprimé, ou du transfert de la résidence à un autre parent, puisse récupérer ses compétences et effectivement devenir le juge de tout cela, mais de manière également, comme on le propose en phase 1 pour le placement, il le devient de manière... il prend des décisions pérennes et pas provisoires sur ces sujets. L'idée, c'est pas que le JAF doivent restatuer derrière. Vraiment, c'est l'idée qu'on simplifie un petit peu les choses et qu'il y ait effectivement un juge qui prenne les décisions et pas deux. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est surchargé, et les juges des enfants aussi, même si c'est beaucoup plus invisibilisé que chez les JAF, du fait des ordonnances prises sans audience et des audiences qui ne sont pas toujours faites derrière les ordonnances. La surcharge, elle existe et chez les JAF et chez les juges des enfants, et on se dit aussi, c'est vrai qu'on est dans un système aujourd'hui où tant de fois deux magistrats se prononcent en même temps, voire renvoient leur dossier, enfin, que c'est quand même extrêmement peu efficient aussi en termes d'efficience de l'action judiciaire. Donc là, on propose ce transfert des compétences sur toutes les modalités d'exercice de l'autorité parentale dès qu'il a prononcé une mesure éducative, et uniquement, bien sûr, le temps de son intervention. C'est-à-dire que quand l'intervention du juge des enfants est terminée, il ne faut pas que le JAF fasse une nouvelle décision. Les décisions sur l'autorité parentale restent pérennes, mais en tout cas, si le juge des enfants a fermé son dossier, s'il faut de nouveau modifier ses décisions sur l'autorité parentale, ça sera de nouveau le JAF. Et on pense effectivement que dans ce cas, la question de, comme le font les Québécois, de donner les compétences de la délégation d'autorité parentale générale au juge des enfants pourrait avoir son sens. Mais à ce moment-là, c'est effectivement, ça serait une délégation d'autorité parentale générale. Se questionne d'ailleurs le fait que, comme les Québécois, dans le cas d'une délégation d'autorité parentale générale, le juge des enfants puisse encore être saisi dans le cadre d'un placement si jamais il y avait des modifications à faire sur les droits de visite et d'hébergement. Parce qu'aujourd'hui, quand on passe en délégation d'autorité parentale JAF, nous ne sommes plus saisis. Le JAF en soi pourrait être saisi sur les questions des droits de visite et d'hébergement, mais il ne l'est jamais. Et effectivement, on a sans doute quand même aussi là une situation, et parfois d'ailleurs c'est aussi pour ça que certains juges des enfants ne sont pas forcément chauds pour qu'il y ait une délégation d'autorité parentale générale, parce qu'ils se disent après finalement les parents n'ont pas plus vraiment de recours, ou un recours beaucoup plus compliqué s'ils ont des demandes à faire. Proposition 2, dans le cadre de cette deuxième
de cette phase 2, spécialiser la fonction du juge aux affaires familiales pour permettre de renforcer la formation sur le conflit parental, les violences, l'emprise et les besoins de l'enfant. Nous, on pense quand même vraiment que la question de la spécialisation du JAF, elle est centrale, qu'aujourd'hui, c'est quand même un véritable problème que ce ne soit pas une fonction spécialisée. Et il y avait une proposition 3 aussi, mais que je te laisserai peut-être plutôt expliciter, parce que n'ayant jamais été JAF, je maîtrise moins le sujet sur... Ah oui, toi, un de vous deux. C'est Caroline qui nous en a parlé, Caroline Siffrin-Blanc qu'on a vu hier, qui a évoqué ça, et qui disait... alors, c'est intéressant de travailler avec un professeur des universités, parce que elle, pendant qu'on parle, elle continue à réfléchir. Et elle conceptualise un peu tout, et tout à coup, elle me dit, en fait, là, ce que vous voulez faire, ça, il faut que ce soit que le parquet qui vous saisisse. Et ça, tout à coup, ça paraît comme une évidence. Et puis, elle dit à un moment, mais en fait, il y a un article du JAF, des mesures provisoires dans le Code civil, il existe déjà, mais il n'existe que pour le divorce. Et en effet, l'article 255 du Code civil, il prévoit tout un tas de trucs là, premièrement à 40e, sur les mesures provisoires que peut prendre le juge aux affaires familiales, mais uniquement au début de la procédure de divorce, dans cette audience qui, depuis 2021, s'appelle l'audience d'orientation et sur mesures provisoires. Voilà les mesures provisoires, et qui va démarrer la procédure de mise en état jusqu'au jugement de divorce. Et alors dans les 373, 2.6 et suivants, donc la saisine du JAF jusqu'à presque ceux 375, ceux qui nous concernent, le juge des enfants, on a tout un tas de petites mesures provisoires qui sont égrenées. Mais à aucun moment elles sont rassemblées dans un article comme 255 pour le divorce. Et donc c'était la proposition de Caroline Siffrin-Blanc, de dire, peut-être on pourrait suggérer au législateur de rassembler toutes les petites mesures provisoires du JAF hors divorce au sein d'un seul texte qui lui permettrait, alors c'est peut-être le même texte qui pourrait en faire un juge du suivi officiellement, mais que toutes ces mesures provisoires, elles soient réunies. La médiation familiale, qui va faire qu'on va revenir devant le JAF au bout d'un moment, parce qu'il va donner une durée renouvelable une fois, souvent 3 mois renouvelables une fois, la résidence alternée provisoire qui ne peut pas dépasser 6 mois, toutes les mesures d'instruction qu'il a déjà dans sa main, voilà, le droit de visite en espace de rencontre aussi, dont il fixe normalement la durée, et souvent qui se termine par le plus diligent ressaisira, ou alors, s'il a été prévoyant et qu'il a prévu dans son dispositif un calendrier d'évolution des droits du parent qui est en espace de rencontre, et sous réserve que ça fonctionne bien. Ça existe déjà en réalité, parce qu'il y a un article du Code de procédure civile qui vient dire que le JAF, tant que l'espace de rencontre est saisi, le JAF reste saisi. Et donc on est dans une mesure d'instruction, vraiment. Sauf qu'on l'utilise pas beaucoup, on oublie de le lire, c'est 1180-5 du Code de procédure civile. Voilà, et donc tout ça serait plus cohérent en étant rassemblé, réécrit au sein d'un même texte, et c'était la proposition de notre universitaire. Voilà. Donc on avait d'autres propositions restant à débattre, mais là il est quasiment vraiment temps qu'on s'arrête. Ce qui était la question de la communication des rapports administratifs et judiciaires aux parents dans le cadre des procédures, d'assistance éducative comme des procédures administratives, qui reste un sujet qui est sans doute à traiter. Et puis la question il y avait aussi la question du droit d'un enfant à être partie à la procédure JAF, enfant capable de discernement, la fixation d'un âge de discernement, que ce soit au JAF ou au JE, la question que que l'enfant puisse aussi saisir le JAF, ou alors qu'on puisse lui nommer un administrateur ad hoc qui puisse avoir des droits. Donc il y a aussi cette question-là sur toutes ces, qui est quand même importante, mais sur lesquelles on n'a pas eu le temps de débattre et d'avoir un avis tranché, mais qui nous semblent des questions importantes. Comme il est vraiment midi 26, on a normalement plus que 5 minutes. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des réactions. Juste un tout petit dernier mot avant de vous donner la parole. L'ordonnance de sûreté de l'enfant fiche un bazar absolu, ne vient que compliquer les choses. C'est-à-dire que, à la fois, effectivement, dans sa première possibilité, que le juge des enfants puisse prendre une ordonnance de sûreté de l'enfant lorsqu'il est déjà saisi. Nous, on est d'accord avec ça en phase 2, mais pas dans le cadre d'une ordonnance de sûreté, dans le cadre d'un véritable transfert de compétences avec des décisions pérennes. Là, on est sur une mesure provisoire qui, de toute façon, nécessite quand même la saisine du JAF et, comme je l'ai dit, en l'état actuel, des saisines possibles par les parents sans problème est un boulevard pour faire exploser et les tribunaux pour enfants et les services éducatifs.
Et la deuxième possibilité de l'ordonnance de sûreté de l'enfant, qui est de saisir le juge des enfants pour prendre une mesure provisoire uniquement sur l'autorité parentale, et alors qu'il n'y a pas de mesure éducative et qu'il n'y en aura pas, et qu'ensuite ce sera le JAF qui sera compétent pour prendre la décision pérenne, alors là, on explose tout en termes de confusion. Et effectivement, là, voilà, ça nous paraît complètement surréaliste. Donc on va en écrire des choses. Voilà. Donc je vous laisse la parole si vous souhaitez réagir sur nos propositions, mais aussi sur ce sujet, aussi sur l'ordonnance de sûreté de l'enfant. Merci. Je ne sais pas si on m'entend, mais merci. Carla Valencia Safi, avocate à Paris. Je suis avocate de mineurs et la première chose que j'avais écrite, c'était le mineur parti sur la question le juge des familles. Parmi les arguments que vous avez cités, vous n'avez pas cité celui-ci, vous l'avez fait à la fin, mais ça me semble primordial parce que le mineur, il est parti à la procédure quand il est devant vous, juge des enfants. Ça n'est pas le cas au JAF. Moi, je n'ai pas exactement la même perspective que vous. Je ne perçois pas toujours le recours au juge des enfants comme une instrumentalisation, mais parfois comme un dernier recours. Vous ne l'avez pas cité dans vos propositions, mais parce que vous avez beaucoup parlé de la saisine par les parents. Et quand vous préconisez de suspendre cette saisine, du coup, ce que j'espère entendre, c'est que la possibilité pour l'enfant de vous saisir directement ne disparaîtrait pas. Parce que, effectivement, je pense à cette décision de la Cour de cassation de 2021 qui nous a mis en grande difficulté avec le placement chez le parent gardien, avec la double condition qu'on ne peut pas placer chez le parent qui est déjà gardien pour suspendre des droits de visite, mais que dans les justifications de la Cour, c'était qu'on avait toujours la possibilité de requérir au bref délai devant le JAF, sauf que dans les faits, ça n'est quasiment pas le cas. Quand on le fait, on les voit très souvent refusés. Que parfois il y a déjà une décision du JAF mais qui n'est pas favorable à l'enfant. J'entendais avec beaucoup d'intérêt cette grille peut-être proposée. J'aimerais savoir c'est quoi les éléments pour pouvoir distinguer un conflit d'une situation de violence, parce que en réalité ce que moi je perçois dans ma pratique, c'est que c'est souvent les situations de violence qui amènent à venir devant le juge des enfants, d'où la notion du danger. Et du coup, ça rejoint ma dernière question. Je suis désolée, c'était un peu long, mais peut-être que sur le discernement, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir enfin une définition ? Je sais qu'on a fait tout un colloque sur ça, plutôt qu'un âge, parce que en fonction des situations, un enfant peut être, à mon sens, considéré comme discernant parce qu'il va dire des choses que des professionnels formés vont entendre, même s'il a un âge très peu... s'il a 3 ou 4 ans, il exprime quand même des choses par rapport à sa situation. Et du coup, sur la question des violences, ça peut être déterminant. Voilà. Il y avait beaucoup de choses dans votre intervention, mais... Je vais quand même... Parce que dire quelque chose sur la distinction conflit-violence, parce que je l'ai glissé dans mon propos. Moi, je suis aussi extrêmement convaincue par le fait qu'il y a énormément de situations qui sont actuellement qualifiées de conflits, qui en fait sont des situations de violence. Mais violences psychologiques et du coup des violences qui ne sont même pas nommées comme ça par les parties elles-mêmes, parce qu'elles-mêmes, elles ne qualifient pas elles-mêmes la situation d'une situation de violence. Là, c'est la formation qui pourra nous aider et nous accompagner, la formation de tous, la formation des magistrats évidemment, la formation des avocats, mais également la formation des intervenants sociaux sur ce sujet. Sur le discernement, alors je pense que l'association avait rendu un avis là-dessus. En fait, c'est aussi la question, est-ce que le discernement conditionne l'audition, ou est-ce que le discernement conditionne aussi un certain nombre de droits qui vont avec... en fait, ça fait de lui une partie à la procédure avec les droits qui vont avec, ou est-ce qu'on distingue le fait de pouvoir entendre l'enfant, mais qu'il n'est pas forcément titulaire des droits partis à la procédure, etc. C'est ce débat-là. J'ai une toute dernière question du coup qui est liée, c'est est-ce que vous avez pris position par rapport à l'existence des pôles qui sont proposés, les pôles vifs, qui pourraient être mis en place dans les tribunaux, parce que du coup ça fait un peu un pont avec le sujet. Et je ne sais pas s'il y a eu une réflexion sur la présence possible de juges des enfants, ou si c'est plutôt le juge aux affaires familiales avec les compétences étendues que vous avez évoquées qui aurait vocation... Voilà.
Les pôles vifs, quand ils existent, en tout cas dans les tribunaux, il y a un JAF, il y a un JAP, il y a un JE, il y a le tribunal correctionnel. Pour l'instant, on ne les a pas vraiment expérimentés. Les pôles vifs, les pôles vifs ne sont pas encore des juridictions et des pôles ayant pleine compétence. C'est pas du tout, les textes ne le prévoient pas du tout. Pour l'instant, ils prévoient des modalités de communication améliorées entre les différents services. Et je pense que c'était une vraie une décision du gouvernement de le construire comme ça parce que les juges, dans leur globalité, ont dit attention au mélange des genres. Il y a d'autres. Oui, on a plus que 3 minutes parce que là. Et après, il faudra y aller. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres observations, questions. Merci. Moi, j'avais une question par rapport à... Il y a des situations où je trouve qu'effectivement, ce lien JE-JAF est un petit peu compliqué, notamment pour tous les couples où on sait très bien qu'il y a un des deux parents qui est plutôt bien pour l'enfant, mais qui ne voit pas suffisamment que l'autre parent est l'élément de danger. Et notamment, voilà, souvent quand il y a de la violence qui est extrêmement banalisée par le conjoint qui en est victime, parfois la décision du juge aux affaires familiales, le problème c'est que déjà ce parent ne peut pas forcément le saisir, et il y a toujours cette difficulté, en tout cas selon moi, sauf si j'ai une mauvaise interprétation des textes, que la décision du JAF, elle est toujours sauf meilleur accord des parents. Et que dans ces cas-là en particulier, quand bien même il y aurait une décision du JAF qui dirait ben voilà, les droits du père sont suspendus, etc., la mère qui est assez fragilisée par cette situation et qui peut souvent avoir ce discours de dire mais ça reste quand même un bon père, etc., pourrait mettre de côté la décision du JAF en disant ben voilà, moi je veux quand même qu'il puisse le voir, donc je lui emmène de temps en temps, etc. Et dans ces situations-là, je trouve que la décision du juge des enfants de dire les droits sont suspendus, et ça c'est pas sauf meilleur accord, c'est décidé comme ça, permet justement d'assurer plus de sécurité pour l'enfant. Et c'est un des cas, alors c'est pas les cas majoritaires, hein, souvent le parent il est en protection en face et il est bien content d'avoir cette décision-là sur laquelle s'appuyer, mais particulièrement pour ces situations-là, je suis souvent un peu embêtée moi de lâcher le côté JE. Il y a deux. En fait, on s'est interrogé là-dessus, notamment quand on s'est dit que le JAF pourrait statuer ultra petita. Est-ce que effectivement ça devient sauf meilleur accord, ou est-ce que le sauf meilleur accord reste, ou est-ce qu'il est carrément supprimé ? En fait, il me semble que les deux pourraient s'envisager, mais que même en se disant que c'est sauf meilleur accord, si le JAF dit là à tenter, il nous semble qu'il faut suspendre ou que les droits doivent être médiatisés, même si le parent ne l'a pas demandé. Ça permet, je dirais, que si le parent met en danger en donnant plus à l'autre parent, qu'effectivement un juge des enfants soit saisi là, à ce moment-là, et qu'il puisse demander... alors, de toute façon, en phase 2, on pourrait aussi statuer, mais en phase 1, si le JAF a dit, on peut aussi dire, là, la mesure, elle est sous réserve de respecter il y a aussi la question du maintien à domicile. On a aussi d'autres outils pour nous dire à la mère, là, aujourd'hui, vous devez respecter strictement. Parce que même quand on prend, quand on prend des décisions dans l'ex-PEAD, elles pouvaient ne pas être respectées par le parent. Donc, en réalité, si le cadre a déjà été posé par le JAF, on n'a pas besoin de reposer le cadre, mais simplement de lui dire aujourd'hui, vous devez respecter ce cadre-là au titre de la protection de l'enfance. Évidemment que les parents qui n'arrivent pas à protéger, ne sont pas eux-mêmes protecteurs du danger que représente l'autre parent pour tout un tas de raisons, et parce qu'ils sont sous emprise ou parce que les choses sont trop difficiles, ça peut tout à fait continuer de relever de mesures... là, on est dans un cadre où on a sans doute besoin d'une assistance éducative et judiciaire, parce qu'à un moment, il faut pouvoir maintenir ce cadre de protection autour de l'enfant qu'ils ne sont pas eux-mêmes capables de tenir. Ce qui est différent du parent protecteur qui a été chercher le JAF et qui va faire respecter ses décisions par le JAF. Qui va respecter les décisions du JAF. Parce qu'on a aussi des parents qui ne vont pas oser demander devant le JAF la réduction parce qu'ils ont la trouille, quand même, très clairement. En revanche, si le JAF fait de l'ultra petita, pourront s'appuyer sur la décision du JAF et sauront s'appuyer sur la décision du JAF, mais auront besoin quand même d'être aidés par le fait qu'il n'est pas devant le parent à dire « je demande ça ». On sait bien qu'il y a plusieurs niveaux en réalité. Il y a le parent qui a besoin effectivement,
le juge dise pour pouvoir s'appuyer dessus. Et il y a le parent qui, même si le juge a dit, ne s'en emparera pas parce que il est aux prises avec trop de problématiques. Ça relève parfaitement de l'intervention du juge des enfants. Enfin, il est évident que là, on est pas seulement, d'ailleurs, on n'est même pas dans des situations de conflit. Souvent là, on est dans des situations de violence. Plus que de conflit, parce que parfois on n'a pas de conflit dans le sens, enfin il n'y a pas de conflit dans le sens où ce parent-là ne s'oppose pas à l'autre parent. Mais parce que souvent en fait dans ces situations, les mesures d'accompagnement s'épuisent un peu parce qu'en fait on ne fait plus rien avec le parent chez qui Tout à fait. Ça se passe bien, à part le fait qu'il veuille quand même maintenir ce contact avec l'autre parent qui est dangereux. Donc on en vient à avoir des AEMO soit qui tournent en rond parce qu'on reste sur cette seule difficulté-là. Et du coup, côté juge des enfants, là, moi, je m'interroge sur qu'est-ce qu'on garde vraiment quand, par exemple, là, on a déjà une décision du JAF qui va fixer la résidence chez la mère que nous, on considère protectrice dans la limite du fait qu'elle ne mette pas en contact l'enfant avec le père. On est un peu bloqué, je trouve, dans cette situation actuellement de la mesure sert à rien. La seule chose qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait plus de contact avec ce parent-là. Mais la mère a déjà la résidence fixée auprès du JAF chez elle. Je trouve que là, on est un peu dans un petit vide. Parfois, il faut aussi dire, si elle a une décision JAF qui est protectrice par rapport aux droits, et je pense que des fois, il faut simplement dire, on arrête, mais voilà, c'est cette condition, et de toute façon, on sera ressaisi très vite, madame, si vous mettez votre enfant en danger, parce que, voilà, là, pour le coup, je pense que c'est effectivement... C'est un peu des questions qu'on se pose systématiquement dans notre office. On doit vraiment y aller. Je suis désolée. Merci beaucoup. Tu voulais dire un dernier mot, Stéphane ? Non, mais c'était juste pour dire, en fait, là, ça relève aussi de la juste qualification du danger. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est aussi notre travail de qualifier ce danger en disant, on est dans une hypothèse de violence et pas de conflit. Donc, à partir de là, ça permet aussi d'aider Madame, notamment, à être vraiment dans sa fonction de protection.